Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse, l'émission de décryptage sur la RTB. Ce matin, 3 sujets en discussion. D'abord, cette déclaration du président de l'UPC, chef de file de l'opposition, qui exige un audit international du fichier électoral au Burkina Faso comme préalable à toute élection en novembre prochain. Zéphirin Diabré qui dénonce une fraude dans l'opération d'enrôlement. On se demande alors si cette demande d'audit international ne compromet-elle pas la tenue des élections à bonne date. Réponse avec nos invités dans un débat de presse ce matin. Ce matin également, le sommet du G5 Sahel à Nouakchott au cours de la semaine qui s'achève. Les pays du G5 Sahel et la France comptent intensifier les actions de lutte contre le terrorisme alors que l'on ne cesse de dénoncer les exactions contre les civils de la part des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Ainsi, les chefs d'État du G5 Sahel ont préconisé la judiciarisation des champs d'opération. Mais comment agir ici de sorte à ne pas empêcher les forces de défense et de sécurité de conduire leur mission? On en parle ce matin avec nos invités et avec nos invités. Le troisième sujet, l'audio Adama Kanazoé, ce conseil spécial du président du Faso, soupçonné de corruption, concussion et enrichissement illicite. L'intéressé clame son innocence, mais l'opposition burkinabé demande son arrestation et son jugement. Quelle analyse de cette actualité? On en parle avec nos invités. Dieudonné Zoungrana de Aujourd'hui au Faso. Bonjour Dieudonné. Bonjour Fousseni. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à débat de presse ce matin, Yacinthe Sanou de Omega FM. Bonjour Yacinthe. Bonjour Fousseni. Et merci d'être là pour le débat. Troisième invité, Dabadi Zoumbara des éditions Le Pays. Bonjour Dabadi. Bonjour. Et merci d'être là pour le débat. Et quatrième invité, Bourema Ouedraogo, journal d'investigation, Les Reporters. Bonjour Bourema. Bonjour Fousseni. Et merci d'être là pour le débat. On commence d'ailleurs avec vous, Bourema. Zéphirin Diabré, le président de l'UPC, qui demande un audit international du fichier électoral au Burkina Faso. Sinon, sans quoi, il n'y a pas d'élection. Est-ce que quelque part, on peut comprendre un rétropédalage? Un rétropédalage, je ne saurais trop le dire, mais ce qui est sûr, c'est que la sortie de Zéphirin donne, il y a 2 points importants. Le premier d'abord, c'est qu'il suspecte le MPP d'avoir introduit un dispositif d'équipe parallèle d'enrôlement dans le dispositif de la CENI. Et deuxième aspect, c'est que pour cela, effectivement, qui est la conséquence du premier point, c'est qu'il demande un audit international du fichier électoral, sans quoi il n'y aura pas d'élection. Si le premier point, c'est qu'on peut dire, et je crois que les allégations sont très graves. Et il appartient effectivement à la CENI de faire en sorte effectivement que ce ne soit pas, ça ne reste pas seulement une simple déclaration. Parce que accuser effectivement un parti politique, et je crois que même le MPP aussi, devait aussi effectivement veiller effectivement à ce que toute la lumière soit faite. Parce qu'accuser le parti au pouvoir d'avoir introduit des dispositifs parallèles d'enrôlement dans le dispositif de la CENI, il faut d'abord, vérifier est-ce que c'est possible dans le dispositif actuel de la CENI, auquel cas, effectivement, ça pose un sérieux problème. Parce que c'est pour ça, d'ailleurs, que je crois que la CENI doit saisir les autorités judiciaires pour qu'un travail soit fait afin de nous rassurer de l'inviolabilité du système. Parce que si le système peut être violé, ça veut dire que n'importe qui peut changer, effectivement, les résultats des élections en changeant d'abord, en commençant par le changement, l'introduction de faux électeurs qui pourront, effectivement, se répercuter par la suite. Et si tel est le cas, effectivement, il faut qu'on se pose des questions. Est-ce qu'on peut aller à des élections avec des suspicions aussi fortes si le système d'enrôlement lui-même? Je crois que non. Et la CENI, effectivement, ne doit pas laisser cette affaire-là passer et doit veiller, effectivement, à ce que toute la lumière soit faite. Deuxièmement, si c'est possible, que font les commissaires de l'opposition au sein de la CENI? Ça pose un problème parce que la CENI, il n'y a pas une institution qui est aussi paritaire au Burkina Faso que la CENI. Il y a 5 commissaires de l'opposition, 5 commissaires de la majorité et 5 commissaires de la société civile. Alors, si c'est possible, il faut effectivement que les commissaires, justement c'est là où il y a l'intérêt effectivement à faire ce travail de vérification. Si c'est possible, que font les commissaires de l'opposition dans la CENI
pour que la majorité puisse introduire un dispositif parallèle. Il faut en tirer toutes les conséquences. Si effectivement c'est vrai, les commissaires de la CENI doivent quitter la CENI. Parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas être dans une institution où la majorité peut introduire un dispositif de fraude. Ensuite, si ce n'est pas vrai aussi, il faut effectivement que la CENI se retourne contre l'IPC pour tentative de discrédit sur l'institution. Parce qu'il faut qu'on arrête effectivement à un moment donné de faire des accusations quand on n'a pas les preuves. Si on a les preuves, effectivement, que ce soit fait et que les responsabilités soient situées et que les coupables soient punis. C'est ça l'élément fondamental. Enfin, je termine c'est un point en disant que la question telle que l'a posée Zéphirin Diabré, en fait, on a comme l'impression que l'UPC devient coutumière, effectivement, de cette dénonciation de préparation de la déclaration a été élections. faite à Samba, devant une foule qui lui est vraiment acquise. Oui, mais le problème, c'est qu'apparemment, il l'a fait en 2012 déjà, avant les élections municipales et législatives. Je crois que c'était la première élection à laquelle l'UPC participait. Il y avait déjà, à la veille des élections, particulièrement dans la première décade de décembre, une dénonciation de préparation de fraude par le CDP en son temps. En 2015, on se souvient encore que la même IPC avait dénoncé des tentatives de fraude parce qu'on aurait retrouvé des cartes d'électeurs dans un cyber à Ouaga 2000 et par la suite, les putschistes là, en fait, en avaient même donné comme étant des éléments qui expliquaient un peu leur intervention sur la scène politique. En 2020, la même IPC revient en suspectant le MPP de vouloir effectivement, d'avoir introduit des dispositifs parallèles. C'est quoi le projet? Est-ce qu'on travaille effectivement à préparer une crise post-institutionnelle? À quel dessein? Ça aussi, il faut qu'on travaille. C'est pour ça d'ailleurs il faut travailler à faire toute la lumière sur cette affaire avant les élections. Pour l'audit, moi je crois que c'est faisable avant les élections, si tout le monde est partant effectivement, que c'est un principe accepté. Oui, Dieudonné demande d'un audit international du fichier électoral au Burkina. C'est quand même le prix à payer aussi pour la transparence. Oui, bon, d'abord il faut quand même évoquer le cas des machines frauduleuses qui auraient été introduites. C'est vraiment un gros caillou que Zéphirin jette dans le jardin du pouvoir et de la CENI. Bon, en pareil cas, bon, nous avons essayé d'avoir un peu en tout cas du côté de la CENI, bon, j'ai essayé d'avoir des choses du côté de l'UPC et du MPP. Bon, en tout cas, du côté de l'UPC, les sources proches de l'UPC, on nous dit en fait qu'effectivement, bon, il y a des velléités. Et en fait, se base sur les cas de Zignaré et puis de Boussé. Et qu'aujourd'hui, effectivement, il se pourrait qu'il y ait des machines parallèlement pour un peu vraiment une fraude, parce que les machines aujourd'hui, on peut avoir des machines en parallèle pour frauder, il y a des velléités, il faut vraiment veiller. On évoque même 2 millions d'ajouts qu'on aurait voulu faire pour le référendum. Ça, c'est un peu des sources proches de l'UPC. Du côté du MPP, bon, il se dit serein parce qu'il ne voit pas comment on peut introduire des machines et puis faire une fraude à l'étape actuelle. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai pu avoir du côté de la CENI. Parce que du côté de la CENI, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, je pense qu'aujourd'hui même, ils débutent, ils continuent, du moins, l'enrôlement dans ce qu'ils appellent les zones rouges. Jusqu'au 17 juillet, ils vont faire les enrôlements. Les zones rouges, c'est quoi? C'est les zones où vraiment, bon, il y a le terrorisme qui a pion sur rue, il y a tout. Et jusqu'au 17, en tout cas, ils vont le faire. Et à partir de fin août, il y aura la troisième phase, qui est la phase consacrée au contentieux. Le contentieux, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y aura l'affichage des listes et on va faire des confrontations. Et là, c'est là qu'interviennent les machines. Parce que les machines ne sont pas encore interconnectées. Et effectivement, sans cette interconnexion, quelqu'un peut s'enrôler à Dori et puis venir s'enrôler à Ouaga. Mais dès lors que cette interconnexion va se faire courant juillet, donc, quand on va faire le contentieux, on va pouvoir expurger, en tout cas, ces doublons, ces morts, tous ces gens-là, du fichier. Et en fin septembre, je pense que la CENI compte terminer toute l'opération. Et justement, va commencer la phase de l'audit. Parce que la CENI dit effectivement, c'est dans son chronogramme, cet audit, avec le soutien de l'OIF et du gouvernement. Donc l'audit se fera en octobre, c'est faisable. Mais pour le moment, ils sont
Bon, il y a des villages, ils disent qu'ils n'y vont pas parce que c'est des villages abandonnés, comme Tongomayel par exemple. Donc, cette audit demandée par Zéphirin Diabré n'est que juste... Oui, ils disent que non, oui, mais même... Assainir le oui, fichier voilà, électoral. donc oui, la CENI était dans... La CENI allait faire cette audit, et je crois que aussi, quand Clément Sordra a répondu, ils ont dit que pour l'audit, ils ne voient même pas de quoi pinailler parce que c'est quelque chose qui est prévu, puisque à partir de fin septembre, selon les projections de la CENI, on aura un fichier vraiment expurgé à son niveau de tous ces doublons morts et puis les choses. Et il projette d'avoir à peu près 7 millions d'enrôlés. 7 millions que va constituer le corps électoral et on aura à peu près 15 000 bureaux de vote. Voilà ce que projette, voilà un peu le chronogramme. Et l'audit se fera et on pourra, l'audit dure 1 mois. De septembre, octobre, l'audit va durer 1 mois. Donc, je pense que, bon, est-ce que c'est politique? Est-ce que l'UPC est allé vite en besoin? Non, bon, mais l'UPC aussi dit que, bon, quand il y a des velléités, Boussé, et puis Zignaré, et puis, bon, ils ont des soupçons, il faut veiller au grain. Donc, bon, et que les machines, effectivement, on peut introduire des machines. Or, la CENI dit que les machines même sont cryptées. Donc, quand il y aura l'interconnexion de ces machines, ça va être difficile à d'autres machines parallèles de venir s'incruster dans ces machines interconnectées. Donc, on en est là. Donc, je pense que, bon, je mets ça un peu aussi sur un peu la surenchère politique. On est à quelques encablures. Bon, donc, chacun, il y a un peu la frilosité, il y a les soupçons. Et malheureusement, effectivement, avec les cas de Boussé et puis de choses, bon, le pouvoir un peu prête le flanc aussi, mais je crois aussi que Zéphirin essaie aussi de tirer la sonnette d'alarme. Oui, Zéphirin essaie de tirer la sonnette d'alarme. Yacine Sanou, il est dans son bon droit. Oui, mais je pense qu'à ce stade, et vu la manière, c'est plus un effet de com plus qu'autre chose. Parce qu'on l'a vu, les accusations sont assez graves. Et je pense qu'au lieu de se fondre dans les médias, la voie judiciaire serait la bienvenue. On l'a vu lorsqu'il s'agit de la vidéo de Simon Comporé, Zéphirin allait tranquillement allait déposer sa plainte. Il n'a pas attendu de se passer dans les médias. Là, on n'a pas de preuves concrètes de cas de machines introduites. On attend toujours d'être édifié sur ces questions-là. On en est qu'à des déclarations. Et comme l'a dit, si bien expliqué Dieudonné, du côté de la CENI, on a des assurances sur l'inviolabilité du fichier, sur le fait que les machines sont cryptées et qu'il y a des canaux qui sont déjà prévus pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude. Aujourd'hui, on attend de voir quelles sont ces machines, où sont les machines introduites selon l'UPC. On attend d'avoir des éléments de preuve pour être édifié. On attend en tout cas des EF qui nous aident à avoir ces éléments parce que la question de l'audit, Dieudonné l'a assez clairement dit, elle est déjà prévue. Peut-être que les commissaires de la CENI, de l'opposition de la CENI n'ont pas donné l'information à ZEF, mais c'est déjà prévu dans le chronogramme de la CENI. Donc, il n'y a pas autre mesure lieu d'épiloguer sur l'audit international. Mais effectivement, s'il y a eu des cas d'introduction de machines, je pense qu'il y a lieu que l'UPC et Zéphirin nous donnent les éléments et que la justice puisse se mettre en branle, comme pour le cas de Zignaré et Boussé, on a vu des interpellations, des arrestations et l'enquête puis son coût. Donc, je ne pense pas qu'autre mesure, au-delà des effets d'annonce, on puisse rester là. Il faut vraiment qu'on ait des preuves, qu'on soit édifié et qu'on sache qui a pu faire quoi, si effectivement il y a eu des cas. Oui, Dabadi, est-ce que, quelque part, comme le dit Yacine Sanou, il faut craindre ici une sorte de conditionnement de la population pour peut-être des crises post-électorales? Bon, rien n'est à exclure, effectivement, dans la mesure où nous sommes en politique, et tout est possible. Mais moi, je fais observer d'abord qu'en tant qu'homme politique, chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré dans son droit d'exiger un audit international du fichier électoral s'il estime que celui-ci n'offre pas toutes les garanties de fiabilité. Malheureusement, les échos qui nous parviennent du terrain d'enrôlement, effectivement, nous font croire que quelque chose de louche se prépare dans le noir et qui pourrait effectivement entacher la crédibilité du fichier électoral. Et comme on le sait, en Afrique, généralement, on est dit celui qui maîtrise le fichier électoral a toutes les chances de remporter l'élection. De ce point de vue,
Et on ne saurait blâmer Zéphirin Diabré de chercher à s'assurer que ce fichier électoral n'est pas sous le contrôle ou ne sera pas sous le contrôle d'un parti politique. D'autant plus que lui-même, il ambitionne de briguer la magistrature suprême. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est par rapport effectivement à ces allégations de machines qui auraient été introduites. Ben là, on peut effectivement investiguer. Je pense quand même qu'il y a la police, il y a la gendarmerie. On peut confier le travail à ces forces-là pour qu'on creuse davantage. Et si preuve il y en a, mais que effectivement la justice soit saisie. Parce que il ne s'agit pas aussi de faire des dénonciations sans, sur la base peut-être des rumeurs, ou bon, parce que je soupçonne mon client, mon voisin, ou bien je soupçonne... Ou bien est-ce que ça ne participe pas d'une manœuvre pour préparer les esprits? C'est possible, c'est possible. C'est possible. Les élections. Bien sûr, tout est possible. Voilà pourquoi il faut justement que le pouvoir prenne à bras le corps ce problème et pour donner toutes les garanties en ce qui concerne la fiabilité du fichier électoral. Oui. C'est-à-dire qu'il faut mener aujourd'hui, à mon avis, des enquêtes et pour que tout le monde sache si réellement il y a eu des machines ou il n'y en a pas, pour qu'on soit situé. Bon, je pense que par rapport à la fiabilité du fichier électoral ou le travail d'expertise ou de toilettage du fichier électoral, ça s'est fait généralement. Hein. En 2015, si vous vous souvenez, il y a eu même tout un programme où les gens passaient par tous des rôles pour vérifier, bon, avec les techniciens, est-ce que c'est possible de faire d'avoir des doublons, etc. Et je pense quand même qu'on a eu suffisamment d'éléments qui, effectivement, démontraient qu'il était difficile. Donc la pratique commence à s'installer pour une certaine expérience sur le terrain. Exactement. Il faut quand même dire que depuis la transition en tout cas, un gros travail a été fait pour que notre fichier électoral soit fiable. Mais comme on est en politique, on le dit, tout est possible, raison pour laquelle il ne faut pas effectivement... Mais la politique aussi suppose qu'il faut être de bonne foi. Bien justement, c'est ça, c'est pour dire que bon, tout est possible. Oui. Non, il faut insister sur quand même la phase du contentieux. Parce que vous savez que pour vérifier les inscrits, c'est quoi? La CENI nous dit qu'il y a 3 critères. Hein. Pour être inscrit dans un coin, il faut être résident, il faut avoir des intérêts économiques et il faut avoir payé ta patente des 3 dernières années. Voilà un peu les 3 critères. Voilà. Et durant la phase du contentieux, même n'importe quel kidam peut venir dire « Ah, ce gars-là, je vois son nom sur la liste, mais je pense qu'il n'est pas résident » et on peut mener des enquêtes si chaud. Mais je vais compléter ce qu'a dit vraiment Dabadi. Effectivement, le fichier électoral, comme on dit, c'est un peu la mère de toutes les batailles. Mère sans eux et mère avec eux. C'est la mère comme la mère à boire parce que c'est un travail titanesque. Mais c'est la mère aussi comme la maman. Parce que aujourd'hui, on ne peut plus frauder avec les bourrages des urnes et autres. Là, c'est trop enfantin, on ne peut plus faire ça. Donc, selon qu'on a une liste électorale noire, c'est-à-dire vraiment opaque, ou qu'on a une liste grise, c'est-à-dire un peu expulsée, ou une liste claire, qu'on gagne les élections ou pas. Donc, une élection électorale se gagne maintenant avec le fichier avec un fichier clair, et si vous n'avez pas ce fichier clair-là, il y a ce qu'on appelle le vol informatique. Voilà. Au Sénégal, en 2012, oui. il y a eu ce qu'on a appelé le vol informatique, et c'est ça justement qui peut être déterminant pour l'élection. Oui, Bourema, réaction. Oui. Non, je suis d'accord que Zéphirin est dans son droit. Mais en fait, on a comme l'impression effectivement que dans cette affaire, là où c'est important, c'est que c'est le poids de l'allégation. Parce que quand on introduit, allez jusqu'à introduire des kits, moi c'est là où il faut pas prendre ça à la légère. On peut être même dans l'euphorie avec les militants. Il y a un minimum de retenue que les politiques doivent avoir s'ils n'ont pas effectivement un certain nombre d'éléments à leur porter. Parce que quand on dit qu'on soupçonne les partis au pouvoir d'avoir introduit des kits parallèles d'enrôlement, en sachant effectivement que le fichier électoral est le point du tout, il faut d'abord que la CENI effectivement puisse expliquer. Déjà en 2015, quand il y a eu les suspicions, la CENI a dit clairement, en son temps, le président de la CENI, M. Barthélémy Kéré, avait clairement dit qu'il n'était pas possible d'introduire d'autres machines effectivement dans le système tel qu'ils l'ont configuré. J'ai vu effectivement sur les réseaux sociaux des posts, en tout cas venant de certains acteurs de la CENI, qui tendaient à dire effectivement que le système est tel que même un dispositif parallèle ne peut pas effectivement
avoir accès au dispositif de la CENI. Maintenant, ça n'exonère pas effectivement qu'on croit, si parole, que ce n'est pas faisable. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait un travail d'investigation pour faire en sorte effectivement qu'on vérifie ces allégations. Parce qu'il est important aussi de savoir jusqu'où effectivement, comme on appelle, nos politiciens ou les politiques peuvent avoir du génie. Si les gens peuvent avoir effectivement du génie, parce qu'on nous dit souvent qu'on a appris que comme on appelle, la Russie a réussi à changer les résultats aux États-Unis et en France. Bon, peut-être aussi que c'est ce qui est en train de se préparer au Burkina. Peut-être que le MPP n'a pas les moyens de la Russie, mais vérifions. Parce que la vérification, là, ce n'est pas par rapport à Zef seulement. C'est par rapport aussi au degré aussi, ou en tout cas à la volonté que pourrait avoir le parti au pouvoir de frauder. Mais c'est en même temps aussi de vérifier jusqu'où aussi nos opposants aussi peuvent avoir du crédit dans leur discours. Parce qu'il faut qu'on fasse très attention. On ne peut pas continuer à permettre aux uns de continuer à accuser et aux autres de se défendre, alors qu'au fond, sans qu'au fond, on ne voit rien. Et en sachant qu'au milieu, on a des populations qui sont facilement manipulables et qui peuvent par la suite effectivement prendre position pour l'un ou l'autre et qu'on aboutisse à des drames par la suite au niveau des élections. Donc c'est ce travail d'assurance-là qu'il faut faire pour que tout le monde parte léger le jour des votes en ne craignant pas que des gens manipulés puissent effectivement venir après dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les résultats parce qu'effectivement il y aurait eu une fraude massive qui a été préparée d'avance et mise en œuvre. C'est ça la crainte qu'il faut. Maintenant, si l'audit, on est d'accord que l'audit avait été prévu. Maintenant, il parle d'audit international. C'est vrai que vous parlez de l'appui de l'OIF. Est-ce que c'est avec des experts internationaux? C'est ça la question. Et si experts internationaux doivent intervenir sur l'audit, il faut aussi vérifier si on a du budget pour le faire. Parce que l'autre problème avec nos acteurs politiques, c'est comme l'impression en les écoutant que le budget de l'État est extensible à souhait tant que c'est pour satisfaire leurs desiderata. Ça ne leur pose pas de problème tant qu'il faut effectivement aller puiser des ressources publiques pour régler des questions électorales. Si ce n'est pas prévu, il faut qu'on trouve les moyens effectivement de nous dire comment choisir, ça va se faire. Et cette affaire le plus important, et moi j'insiste là-dessus, si c'est faisable, alors la CENI dans sa composition ou son dispositif actuel ne sert à rien du tout et il faut la dissoudre pour mettre en place une équipe qui peut être contrôlée par la suite et qu'on vérifie. Parce qu'après il faut mettre en place la CENI avec 15 commissaires qu'on paye grassement. Et qu'au bout de chaque élection, il faut payer aussi des experts internationaux pour faire des audits. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné parce que la vie de l'État ne se limite pas aux élections. Après les élections, il y a tellement de choses à faire et qu'on ne peut pas passer tout ce temps à financer les élections avec l'essentiel de nos ressources. Il est vrai que la démocratie représentative nous coûte souvent cher. Je suis d'accord avec ce que dit Bourema parce qu'il faut quand même dire qu'on a effectivement des commissaires et ce n'est pas pour rien la composition est tripartite. C'est pour dire que chaque entité a le plein droit de jouer son rôle. Et surtout du côté de l'opposition. S'ils ne le font pas, il y a un sérieux problème quand même. On peut s'interroger effectivement sur la nécessité de leur présence au sein de cette institution. Donc je pense que pour éviter, comme on l'a dit, mieux vaut prévenir que guérir. Pour éviter en tout cas une crise post-électorale, moi je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est bien possible parce que bon, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais si on prend l'exemple de la Guinée, c'est à seulement 14 jours du double scrutin qu'on a expertisé le fichier électoral par les experts de la CEDEAO, dont le Burkina a quand même, à mon avis, 4 mois pour appeler les électeurs aux urnes, peut le faire. Mais Bourema a soulevé un point qui est important, la question des moyens. Est-ce que c'est prévu déjà que cette élection va coûter extrêmement cher au Burkina? On parle de près de 100 milliards. Alors, avec le contexte sécuritaire que nous connaissons, auquel est venu s'ajouter justement le Covid-19, c'est pour dire qu'on a une kyrielle de problèmes à résoudre. Et donc, il ne faut pas en rajouter en ce qui concerne la question électorale. Mais comme on l'a dit, c'est quand même ce qui tient aussi la vie d'une nation. Parce que l'élection, et puis il faut dire que cette élection, elle est tellement ouverte à tel point que ça suscite effectivement des débats, des tensions dans tous les camps. Regardez les démissions auxquelles on assiste de part et d'autre au sein des partis. Parce qu'il y a une redistribution effectivement des cartes. Pour la simple raison que chacun pense que l'heure est venue de prendre le pouvoir, c'est possible de le faire. Parce que le président sortant n'a peut-être pas toutes les chances de remporter les élections à coup KO comme souvent on le voit. Donc, il y a pas, dans la mesure où il n'y a pas de favoris selon ces acteurs, donc tout est, voilà,
Tout est possible. Donc je pense qu'il faut surveiller effectivement ces acteurs politiques-là pour qu'on n'arrive pas à une situation où on va se retrouver dans une crise dont on n'a pas besoin et dont les conséquences pourraient s'avérer dramatiques. Juste 2 secondes et on passe au deuxième sujet. Aussi que, dans le cas présent, on parle des machines, mais il ne faut pas croire aussi que la fraude, c'est l'apanage du camp au pouvoir. L'opposition aussi, quand elle a l'occasion, elle peut frauder. Dans d'autres pays, on a vu l'opposition, quand elle a l'occasion, elle fraude. Parce que, qu'est-ce qui tient à cœur Donc vous voulez dire quoi ici, que l'UPC n'a pas les moyens de frauder, c'est pourquoi il... Je dis, l'opposition aussi, c'est l'apanage de la fraude. C'est pas le parti au pouvoir qui a l'apanage de la fraude. L'opposition aussi peut frauder. Pas au Burkina seulement, je vais dire, dans le monde entier, l'opposition, quand elle a l'occasion aussi, peut-être pas à la même échelle que le pouvoir, mais l'opposition aussi, quand elle a l'occasion, elle peut frauder. Donc, pour le cas ici, on parle de machines. Mais ensuite, parlant de moyens, c'est vrai qu'aujourd'hui, le budget de l'État n'est pas extensible. Mais soit on veut quelque chose, soit on ne la veut pas. Parce que, soit si on doit faire l'audit et que ça doit nous coûter, peut-être qu'il y aura des bailleurs de fonds qui veulent, mais une élection présidentielle et législative aussi, c'est vraiment une question de souveraineté. Si on n'a pas les moyens, donc on dit non, on ne fait pas d'audit avec les conséquences qu'on a. Voilà, oui, donc oui, mais c'est pour dire que la démocratie nous coûte tellement cher, soit on la veut ou on ne la veut pas. Mais Dieu donné, c'est déjà prévu, vous l'avez dit. Oui, c'est déjà prévu. Oui, c'est déjà prévu avec l'OIF, je ne sais pas comme dit Bourema si ou là, mais je pense que si... on parle d'experts, il y aura peut-être d'autres. Je crois que la CEDEAO aussi y est, parce que généralement, voilà. Donc, c'est prévu dans le programme. Donc, attendons de voir, parce qu'on est quand même un peu loin. La CENI est actuellement à 81% de l'enrôlement. Il compte vraiment, fin août, atteindre les 99-98%, parce qu'il y aura 2 ou 3% les zones, les villages abandonnés. Donc, peut-être en ce moment qu'on pourra un peu voir plus clair. D'accord. Hyacinthe Sanou. Une chose est claire, ZEF a déjà reçu son coup. Ça fait 30 minutes qu'on débat sur des choses qu'on n'a pas. Il n'a fait que des affirmations. Aujourd'hui, non, c'est pour dire que le coup de com' qui peut être sous-tendu derrière cette sortie de ZEF est tout à fait réussi. Et on y est. Aujourd'hui, nous-mêmes, on reconnaît qu'on n'a aucune preuve de ces allégations. On reconnaît que l'audit est bien prévu dans le programme de la CENI, qui a ses partenaires pour financer toute la question, tout le débat, tout l'audit ne se pose pas. Aujourd'hui, on est dans un processus qui a atteint un certain niveau. S'il y a des éléments qui sont de nature à porter préjudice au processus, je pense qu'il y a des recours qui sont là. Aucune trace de plainte de ZEF à la justice, aucune trace de courrier officiel au niveau de la CENI, de ZEF, pour dénoncer certaines pratiques. C'est une sortie médiatique, comme l'a situé le contexte vraiment avec des militants à Saba. Aujourd'hui, quelle en est la portée? Parce que je pense que c'est bien qu'on ait cet épisode-là. Ça nous permet de changer de méthode aussi dans la campagne électorale qui va arriver. Il ne faut plus qu'on soit dans ces effets d'annonces qui vont inonder les médias et toute la place publique sans qu'au fond, il n'y ait rien. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette affirmation, vérifier effectivement. Parce que moi, il y a des accusations, on l'a dit, c'est suffisamment grave pour qu'on ait des éléments qui peuvent permettre d'aller en justice. Que ce soit, si c'est prouvé qui l'a fait, et si c'est faux, qui a fait la diffamation, il faut vraiment qu'on puisse en venir à ces états de fait-là pour pouvoir en tout cas changer même pour moi le paysage politique, l'atmosphère dans laquelle on a l'habitude de baigner pour les campagnes électorales. On attend de voir certainement que le dossier va connaître une évolution et on en débattra à nouveau dans le débat de presse. Dabadi, on va aborder le second sujet de débat ce matin. Les pays du G5 Sahel se sont retrouvés mardi dernier à Nouakchott pour afficher leur volonté de ne pas céder du terrain aux groupes djihadistes opérant dans leur région. Mais ils sont allés plus loin en disant qu'il faut maintenant poser des actes de judiciarisation des champs d'opération. Est-ce que quelque part, ce n'est pas de nature à empêcher la mission des forces de défense et de sécurité sur le terrain? Je ne dirais pas que c'est pour empêcher, peut-être que c'est pour mieux encadrer, j'allais dire, ces opérations. Naturellement, il faut dire quand même que cette décision qui résulte
hein, ceux qui dénoncent les bavures des armées, va effectivement avoir un effet sur les opérations. Ça, c'est une évidence. Ça veut dire que certains terroristes pourront peut-être facilement passer entre les mailles des filets parce qu'on aura peur de les appréhender ou en tout cas de les cuisiner, comme on le dit en jargon, pour les soutirer des informations précieuses. Parce qu'aujourd'hui, avec cette décision, beaucoup de soldats réfléchiront par 2 fois avant de poser certains actes qui peut-être même peut permettre d'avoir des éléments d'information assez précis. Donc je dirais que, mais en même temps, on peut effectivement comprendre ce souci-là qui veut que les opérations de l'armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel se déroulent dans des conditions, j'allais dire, les mieux respectueuses des droits de l'homme. Bon, ce qui est une évidence. Dans toute guerre, on souhaite qu'il y ait moins de violations des droits de l'homme. Mais comme on le dit aussi, il n'y a pas de guerre propre. Ça, il faut que les gens le sachent. Et donc, c'est une décision qui est importante, qui certainement aura un effet sur le terrain. Mais moi, je dirais que nos forces de l'ordre, quand même, sont suffisamment avertis en la matière. Et je pense qu'elles font quand même preuve aussi, j'allais dire, de responsabilité en termes de respect des droits de l'homme. Mais nous sommes dans un contexte où il est extrêmement difficile de souvent pouvoir faire la part des choses. Nous ne sommes pas dans une guerre classique où vous avez un ennemi bien étiqueté que vous allez attaquer avec un territoire bien défini. Ici, nous avons affaire à des ennemis, à un ennemi au visage dont on ne voit pas le visage. C'est extrêmement difficile. Voilà. Bon, quand c'est dans une telle situation, il est difficile. Aujourd'hui, les terroristes peuvent être partout et nulle part. La preuve, effectivement, c'est quand les FDF arrivent à trucider certains citoyens qu'on découvre qu'ils étaient des collabos, des terroristes. Et beaucoup sont étonnés. Donc, c'est pour dire que moi, je ne pense pas que les forces de l'ordre aient un plaisir d'éliminer des simples déshonnêtes citoyens. Mais naturellement, ça peut arriver qu'au cours peut-être des enquêtes, il y a eu des insuffisances et que bon, ça peut conduire à la mort d'un individu qui peut-être ne devait pas être trucidé pour telle ou telle raison. Donc c'est une décision importante, mais je pense qu'au-delà de cette décision, il faut quand même reconnaître aussi que Nouakchott valait bien une virée pour la simple raison que cette rencontre a permis au chef d'État d'évaluer la feuille de route qui a été arrêtée à Pau. Et je pense que les résultats présentés au cours de cette rencontre suscitent espoir, en ce sens qu'on a le sentiment que la paix est en train de changer de camp. C'est vrai que c'est trop tôt de crier victoire, mais je pense que les orientations qui ont été données au cours de cette rencontre pourraient permettre d'engranger des résultats beaucoup plus importants. Et je pense aussi que les doléances qui ont été soumises aux partenaires, si ces derniers acceptent de lier les cordons de la bouche, on pourra, à mon avis, assister dans les mois ou dans les années à venir à la réalisation de projets importants au profit des populations. Donc l'un dans l'autre, je pense que cette rencontre était quand même extrêmement importante, d'autant plus qu'elle a permis également d'aborder la question libyenne. Vous savez que le problème d'insécurité que nous vivons au Sahel n'a pour origine que la crise libyenne. Et au-delà de tout cela, je pense qu'il faut aussi quand même évoquer le cas du Tchad. C'est peut-être, j'allais dire, la seule note qu'on pourrait peut-être qualifier de mauvaise note, si on peut le dire ainsi. Oui, tout à fait. Un second front exactement, parce que le déclare dans le lac Tchad. Tout à fait. Parce qu'il y a cet aspect, justement, mais il y a aussi le fait qu'on a assisté à une volte-face de débit. Le président tchadien qui initialement avait prévu d'envoyer au moins un contingent de 400 hommes sur le terrain. Aujourd'hui, il n'est plus prêt à le faire. Mais je pense qu'il faut poursuivre des négociations, il faut poursuivre les échanges avec le président Déby, parce qu'on sait quand même que ce monsieur a toujours fait preuve de fermeté et surtout d'engagement. On a vu ce qui s'est passé au Mali dans les Ifogas. Ces soldats ont fait preuve de bravoure et il y a eu des hauts faits d'armes. Et donc je pense qu'aujourd'hui, si Déby nous fait faux bon en ce qui concerne la sécurisation de la zone des 3 frontières, dit du triangle
mort, ça peut devenir compliqué. Oui. Mais la question de lac Tchad aussi, il faut y penser et il faut effectivement que le problème soit pris à bras le corps par l'ensemble des acteurs. Je pense qu'il ne faut pas les laisser seulement entre les mains du début, parce que c'est ça aussi qui l'a poussé finalement à se rétracter. Et de ce point de vue, on ne peut pas quand même le blâmer. On comprend qu'il a totalement raison. Il faut peut-être chercher à recentrer les opérations. Il faut mutualiser davantage les moyens, ainsi que les renseignements, et aller de manière beaucoup plus collective pour effectivement traquer davantage ces terroristes-là qui veulent mettre la sous-région sous coupe réglée. Oui, Hyacinthe Sanou, pour vous également, Nouakchott a été peut-être une sorte de délocalisation de Pau, puisque à l'époque, Pau, on avait entendu tout et son contraire, mais cette fois-ci, Emmanuel Macron, le président français, a fait le déplacement avec ses pairs du G5 Sahel pour discuter sérieusement des questions qui concernent la sécurité de la sous-région. Oui, et pour moi, la configuration de Nouakchott devrait être la configuration des sommets du G5 Sahel. Parce qu'on a là tous les acteurs en amont et en aval des actions du G5 Sahel, que ce soit le président français, son homologue Angela Merkel qui a participé en visioconférence, que ce soit le secrétaire général de l'ONU, que ce soit des institutions comme l'OIF, l'Union africaine, qu'on ait tous ces acteurs-là, qu'on n'ait pas seulement les 5 qui se réunissent et qui doivent ensuite avoir des rencontres avec les différents acteurs pour pouvoir avoir des décisions sectorielles, qu'on ait tous et qu'on discute de la pertinence de certaines décisions en même temps. Je pense que si on pouvait en tout cas institutionnaliser cette configuration pour beaucoup d'autres rencontres du G5 Sahel, ça permettrait d'aller plus en avant, surtout qu'on a aujourd'hui la coalition du Sahel donc, qui est mise en place. C'est cela aussi qui permet d'avoir des éléments, en tout cas dans les décisions prises à Nouakchott, qui peuvent être, bien sûr faire espérer. La question pour moi des exactions supposées des armées n'est pas des forces de défense et de sécurité, n'est pas l'apanage de Nouakchott. Pour moi, c'est l'apanage des hiérarchies militaires dans nos pays, tout simplement. Aujourd'hui, on a des accusations d'institutions de droits de l'homme. Qu'en est-il en réalité? On nous dit depuis des enquêtes en cours. On veut savoir que s'est-il passé. On a le cas de Tambouad Bougou où on dit c'est après une opération militaire. Alors, c'est dans quel cadre? Parce que ça permet d'édifier l'opinion et d'abord un peu situer la difficulté de la lutte contre le terrorisme. Il faut qu'on ait des enquêtes qui aboutissent, qu'on sache comment ça s'est passé. Si c'est effectivement une faute de nos forces de défense et de sécurité ou il n'y a rien à leur reprocher. Il faut que les enquêtes, en tout cas, nous édifient sur cet état de fait. Ensuite, je pense qu'il y a des problèmes structurels qui se posent. Si c'est avéré, comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est une question de formation? Est-ce que c'est une question de relève qui n'est pas assurée? Il y a beaucoup d'autres questions opérationnelles qui relèvent de la hiérarchie militaire et pas d'institutions comme les G5 qui peuvent être résolues, en tout cas rapidement. On attend en tout cas que les différentes enquêtes puissent aboutir rapidement. L'autre aspect qui ressort de Nouakchott, pour moi, c'est les renforts qui vont venir. C'est assez encourageant de voir déjà Takuba qui va se mettre en ligne de front, la nouvelle opération de colère de Boma aussi dans le bassin qui devient de plus en plus problématique. L'Union africaine qui annonce 3000 hommes, je pense qu'ils peuvent en tout cas apporter du sang neuf dans la lutte contre le terrorisme dans notre sous-région. Et aujourd'hui, on a évoqué Kidal, qui pour moi fait partie des éléments, et notamment la situation aussi socio-politique au Mali, qui pour moi fait partie des éléments qui ne sont pas assez réglés, parce qu'on en parle le plus souvent dans les réunions, mais on ne s'apaise pas dessus. C'est très intéressant de voir qu'au Burkina, le président du Faso a fait le déplacement de Djibo pour la première fois de son mandat avant d'aller à Nouakchott. Ça fait espérer d'une prise en compte de certaines problématiques. J'espère qu'aujourd'hui, en ayant parlé de Mali, les uns et les autres ont en tout cas mis en premier lieu la situation au Mali. Parce que pour moi, c'est le grand malade de notre G5 Sahel qu'il faut forcément soigner pour permettre, parce que ça part du Mali pour se métastaser dans tout l'espace. Donc, si on arrive à, en tout cas, juguler la situation au Mali, on pourra toujours travailler en tout cas
à travailler, à lutter contre le terrorisme dans la sous-région. Et une dernière chose que j'ai notée à la fin du Gestion Sahel, c'est la disparition du sentiment anti-français. Bizarrement, on n'a plus de velléités anti-françaises. Je ne sais pas où elles sont passées. Elles se sont tuées depuis le sommet de Pau. On voit des présumés, en tout cas, anti-français qui sont assis à la même table que le président Macron, qui appelle à une plus grande implication des Barkhane. Alors, ça s'est demandé quelles étaient donc les personnes qui étaient, en tout cas, en clair quelles étaient leurs intentions, on n'en parle plus, c'est quand même suspect à cette étape-là. Oui. Dieudonné Zoungrana, votre analyse sur cette actualité de Nouakchott, beaucoup de choses, mais finalement, est-ce qu'on aura avancé? Oui, parce qu'effectivement, c'est Nouakchott 2, parce qu'il y a eu un Nouakchott qui n'avait pas le même format le 25 février. Il y a eu un Nouakchott 1, ça c'est Nouakchott 2. Un semestre après Pau, quelle est l'existence sécuritaire un semestre après Pau? Je crois quand même que Hyacinthe a un peu fait le listing. On a eu des éclaircies sécuritaires avec des victoires de nos FDS, il faut le souligner, qui sont de plus en plus aguerris, je l'ai dit ici. Parce qu'avant, on était sur la défensive. Maintenant, on est sur l'offensive. Il y a eu ça. Il y a eu quand même Barkhane qui a augmenté son effectif, 4500 à 5100, et qui est en train de nettoyer ce fameux chose-là, triangle des Bermudes du sable là, ce fameux chose-là, cette frontière, les trois frontières-là, et qui a étêté la Katiba Akmi en tuant le 3 juin Drukdel. Il y a eu tout ça, il y a eu un peu le sauvetage de Ibeka, même si effectivement, oui, mais la situation est vraiment politique au Mali reste volatile. Il y a eu quand même la Libye, et Dabadi l'a dit, la Libye, c'est d'où sont partis tous les malheurs du Sahel. Et je pense aussi qu'ils ont, même si c'était de façon subsidiaire, ils ont évoqué aussi les Katibas qui lorgnent les côtes, dont l'attaque de Kafolo est symptomatique justement de cette volonté, le Sahel, mais maintenant ils veulent progresser, il y a cette volonté d'hégémonisme là. Donc, éclaircie militaire, Nouakchott 2, c'est éclaircie militaire, noirci évidemment par les supposées exactions extrajudiciaires au Mali, au Burkina, dont se sont fait écho justement les droits de l'homiste et même la MINUSMA, parce que la MINUSMA aussi qui a indexé les FDS qui auraient en tout cas tué près de 250 personnes. Il y a eu aussi, et pour tout ça, je pense aussi que, et comme l'a dit Yassine, il y a quelque chose qu'on a quand même qu'on a oublié. Il y a l'Alliance pour le Sahel. Parce que pour justement résoudre tous ces problèmes-là, il faut fixer les gens sur le terroir. Il faut donner du travail aux gens. Il faut leur faire espérer. Il faut leur vendre du rêve. Et je crois que le format, Yassine l'a dit, le format est bien parce que l'Alliance pour le Sahel, c'est quoi? C'est une idée de Macron et puis de Angela Merkel. Il faut injecter de l'argent dans cette zone-là pour vraiment que les populations de ces zones ne se sentent pas citoyens de seconde zone. Parce que c'est ça, c'est ce sentiment-là. Et pour résumer, je pense que, je ne sais pas si c'était à Guibo, le président du Faso l'a dit, aujourd'hui, il faut éviter la stigmatisation, mais il faut éviter aussi le repli identitaire. Le repli identitaire, c'est quoi? C'est le bourgeon de la guerre civile, c'est le bourgeon des guerres intercommunautaires. Parce que quand on se replie, quand il y a cet instinct grégaire là, on se replie sur soi-même, on vraiment pour se protéger, après on est sur la défensive et on se sent agressé. Donc ces deux choses-là, pas de repli identitaire et pas de stigmatisation. Je crois que ce sont les deux faces. Si on arrive, ça y est qu'on arrive à vraiment... Et pour finir, effectivement, c'est oublier, le sentiment anti-français était oublié vraiment à Nouakchott. Voilà, et on se demande où est passé. Peut-être aussi que l'un explique l'autre. Ces derniers temps, quand même, on a beau... C'est vrai que nous, les journalistes, les trains qui arrivent à l'heure ne nous intéressent pas. C'est les trains retardataires. Mais de temps en temps, quand un train arrive à l'heure parmi des trains qui sont retardataires, il faut le signaler. Il faut reconnaître que quand même ces derniers mois, ces dernières semaines, il y a eu quand même une amélioration sécuritaire sans être paranoïaque. Quand même, nos FDS là sont de plus en plus aguerris.
Oui, Bourema Ouedraogo, votre analyse sur cette actualité, notamment avec un certain nombre de mesures sur le terrain et de résultats également. Oui, je ne vais pas revenir sur les acquis dont les uns et les autres ont relevé ici. Je voudrais seulement ajouter que deux points essentiellement. Le premier concernant la judiciarisation des interventions des forces de... Les champs d'opération. Les champs d'opération. Je crois qu'on est dans une logique effectivement où déjà il y a une forte interpellation des partenaires occidentaux, notamment à commencer par la France, les Nations Unies, parce que le secrétaire général des Nations Unies était là. Donc il y a déjà une forte pression effectivement de la communauté internationale sur nos États autour de la nécessité effectivement de faire en sorte que l'action des forces de défense sur le terrain soit effectivement maculée quand même d'un minimum de respect des droits humains. Et les pays ne pouvaient pas continuer effectivement cette lutte-là avec leur soutien sans un minimum de respect du droit humanitaire international. Donc il était normal effectivement qu'en leur présence, les États effectivement renouvellent leur engagement effectivement au respect du droit humanitaire international dans le cadre du travail, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Deuxième aspect concernant effectivement l'Alliance pour le Sahel. En fait, il est venu effectivement comme l'un des points de discussion ou en tout cas d'interpellation au niveau de ce sommet, parce qu'effectivement, si le plan militaire, en termes d'efficacité, il y a une montée en puissance, il reste que effectivement, si le volet investissement pour le développement et fixation des communautés dans leur terroir, il y a effectivement beaucoup d'insuffisance. Et effectivement, quand on regarde dans le communiqué, les gens reconnaissent qu'il y a un début avec des rencontres de la coalition pour les Sahel, des rencontres des différents ministres au niveau des ministres en charge du développement, mais il reste effectivement que pour le concret, pour faire en sorte qu'on voit si le terrain, ces investissements-là, on est encore effectivement, on est toujours en attente. Donc l'un dans l'autre, effectivement, si on est avancé en termes d'action militaire et d'occupation progressive du terrain par les FDS, il va de soi effectivement que l'accompagnement qui devrait aller avec le développement, si ce terrain-là, on est beaucoup en retard et il faut effectivement accélérer les pas. Et le sommet a justement interpellé les différents acteurs pour qu'ils apportent leur soutien au pays du G5 Sahel en vue d'opérationnaliser ce volet-là. Mais il va falloir aussi effectivement qu'ils n'attendent pas, que les pays du G5 aussi n'attendent pas tout de bail de fonds. Et que dans chaque pays, autant on investit pour équiper les forces de défense et de sécurité, autant on investit aussi pour le développement. C'est vrai, au Burkina, on a le programme d'urgence Sahel, oui, mais la preuve est là que ce n'est pas encore suffisant. Ça n'a pas réussi à fixer les populations dans leur terroir. Et qu'il faut peut-être repenser effectivement ce genre de programme-là. D'accord, on va s'arrêter là pour ce sujet et aborder l'audio Kanazoué, ce conseiller spécial du président du Faso, accusé de corruption, de concussion, et d'enrichissement illicite. Dieudonné Zoungrana, on va commencer par vous, soyez rassurés, tout ce que vous dites est public. Voilà, tout ce que vous dites est public. Ici, vous n'avez pas à craindre. De toute façon, nous, les journalistes traditionnels, on n'en fait pas dans l'anonymat. Vous le savez, autant Yassine, il parle, lui, il écrit. Donc, nous, on n'a pas besoin de se cacher pour faire chose. Nous, on écrit si on doit être interpellé par le CSC, par la JUDON. Bon, nous sommes des journalistes traditionnels, on n'a pas le confort de... Non, mais je veux dire que, c'est quand même un sujet, ça prête à sourire s'il n'y avait pas quand même un problème sérieux et puis la vie privée et publique des gens. Parce que depuis les écoutes entre Djibril et Soro, les supposés, moi je pouvais comprendre ça parce que, dans les pays, même les démocraties traditionnelles, tous les pays ont leur Big Brother. Journalistes, syndicats, opposants, même vous êtes sur écoute, M. Fousséni. Nous, tout souvent, quand on téléphone, on sent qu'on est sur écoute. Un journaliste, un opposant, on veut. Ça, c'est le travail d'un État, pour un peu traquer les actions séditieuses, ceux qui veulent déstabiliser. Mais quand ça rentre maintenant ça se banalise, parce que c'est ça commence à devenir banal. Ça, c'est le premier aspect. Je ne sais pas comment on peut légiférer sur ça, mais ça commence à devenir, parce que c'est quoi? Comme dit quelqu'un maintenant, peut-être que pour parler, il faut écrire sur une ardoise et puis dire voilà ce que je veux. Parce que pratiquement tous les appareils téléphoniques sont dotés de ces enregistreurs-là. En parlant, vous appuyez, ça enregistre en même temps. Ça, c'est ce que j'ai... c'est moins ça que de mettre ça sur la place publique. Maintenant, pour en revenir au cas qui nous concerne ce matin, moi,
je ne sais pas si je pourrais dire bon, qu'il n'y a pas d'affaire Kanazwe, comme dirait l'ancien bâtonnier, qu'il n'y a pas d'affaire BOND. Parce que bon, moi, il y a deux choses qui me gênent dans cette affaire. Hein, bon. C'est le fait que, bon, il semble que justement le conseiller spécial, il suivait de bout en bout les travaux vraiment d'exécution de l'entreprise. Voilà. Bon, ça, même s'il n'est pas concerné au premier chef, sa présence là-bas tous les jours, est-ce que c'est ça? Bon, est-ce qu'il est actionnaire comme l'a si bien demandé l'observateur? Est-ce qu'il est actionnaire? Je ne sais pas. Bon, est-ce que, comme selon certaines sources, est-ce que le fait d'avoir loué les machines, c'est les machines avec qui il a loué les machines qui refusaient de lui donner 30 millions et qui ont balancé ça? Il y a beaucoup de questions. Mais moi, d'abord, il y a ça, le fait qu'il soit sur le terrain en train de superviser les travaux. Et deuxième fait qui me chiffonne un peu, c'est les réunions entre les partenaires dans son bureau à la présidence à COSIA. Parce que ça, quand même, je pense que c'est une affaire privée. Ils auraient mieux fait d'aller peut-être ailleurs faire ces réunions-là. Parce que quand vous faites ces réunions dans le bureau du conseiller à la présidence, c'est une affaire privée, ça pose problème. Moi, c'est ces deux cas. Bon. Sinon, pour le reste, moi, je déplore vraiment que de plus en plus, on jette les gens comme ça en pâture. Bon, et c'est assez gravissime. Mais je pense aussi, peut-être si on a le temps, on vient, je pense aussi que et surtout à quelques encablures des élections, bon, c'est aussi, bon, et c'est des gens, c'est des personnalités du pouvoir rien qui sont indexés. Ça pose un problème, mais il ne faut pas aussi prêter le flanc. Moi, c'est un peu ce que je peux dire, bon, parce que l'affaire, je ne la maîtrise pas. Tout à fait. Voilà, parce que c'est une affaire qui est infigurée. Les mises en cause, notamment le ministre Éric Bougouma et justement, voilà, ont démenti. Oui, et justement, ils attendent certainement que la justice et justement, quand je parle de visée politique, je pense aussi que, je n'ai pas la preuve, mais je pense aussi qu'on tente d'entraîner Éric Bougouma, parce que je pense que quelque part, bon, il y en a qui veulent la tête d'Éric Bougouma, et on tente de l'entraîner. Bon, il a démenti, parce que c'est de bonne guerre. On ne peut pas un peu dissocier un peu des visées politiques dans ça, parce que quand même, Anaba Kanazwe, c'est un conseiller spécial. Et il est également président de l'AJ, un parti politique, voilà. Et Éric Bougouma, c'est quand même un des grands ministres de ce gouvernement. Bon, donc, je pense qu'au-delà même de Adama Kanazwe, c'est même la tête de Éric Bougouma qu'on veut. J'ai ma petite idée dessus, mais bon, j'en reste là. On va y arriver, oui. Bourema. Non, je crois que la tête qui est visée est plus haute que celle d'Éric. C'est le président du Faso qui est visé. Si on peut, la vérité, c'est ça. Mais c'est parce que aussi, dans ce système, pourquoi on attend maintenant? Quand tout le monde, même les opposants, quand ils sortent, ils ne parlent ni d'Éric Bougouma, ils ne parlent même pas d'Adama Kanazwe. Ils disent le conseil spécial du président du Faso. Ça veut dire effectivement, c'est la preuve d'un président mal entouré, notamment après ce qui est arrivé avec Bougouma, qui est en chose. Bouddha Dimouès, qui est à la Bako. Et des suspicions, si Éric Bougouma, antérieurement à ça par rapport à sa maison au village, des suspicions contre le maire de Ouagadougou, qui n'est pas n'importe qui dans le système de pouvoir. D'ailleurs, il y a une plainte contre le président du MPP lui-même, son affaire de Kalachnikov. Donc, en fait, tout cet enchaînement aussi montre que, quelque part d'une élection, montre effectivement qu'il y a une volonté, effectivement, de faire en sorte qu'on ternisse l'image du président qui est encore candidat à sa succession. Mais là aussi, la vérité, c'est que c'est lui qui prête le flanc, parce que c'est lui qui s'est entouré de tous ces acteurs-là. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Pour revenir à l'audio dont il est question, moi, je crois que ce qui est nouveau, ce n'est pas le fait que les gens enregistrent les conversations, comme Dieu nous l'a dit. Nous tous... sur la place publique. Non, je dis ce qui est nouveau, ce n'est pas l'enregistrement des conversations. Parce que parfois, moi, je suis tombé effectivement dans plusieurs enregistrements pareils qu'on ne peut pas publier parce que justement, c'est acquis par des méthodes non officielles. Pas légales non plus. Mais ce qui est nouveau, justement, c'est les réseaux sociaux. Et ça nous interpelle aussi si le rôle que ces réseaux sociaux vont jouer dans le cadre des campagnes électorales à venir. Il ne faut pas qu'on se leurre, nous, en tant que médias, parce que les médias conventionnels vont devoir s'investir et occuper ces réseaux sociaux pour ne pas laisser la place à tous ces politiciens déguisés et ces boxeurs en dessous de la ceinture. Sinon, on va nous servir de n'importe quoi
et qui fera en sorte que l'opinion va gober, on va vouloir faire avaler des couleuvres à l'opinion. Sans vous arrêter, ça veut dire qu'en fait, les politiques, en fait, utilisent ces réseaux sociaux-là. Oui. Mais malheureusement, ça leur revient sur la figure aussi. Non, la question de fond, Poursuivez. là où c'est intéressant cette affaire, effectivement, d'Adama Kanazoué, au-delà de la forme, qui est un enregistrement, quand on écoute le contenu, je n'ai pas la preuve, effectivement, que c'est authentique, que c'est sa voix, mais la vérité aussi, c'est que si vous écoutez ce qui est dit dedans, et qu'un conseil spécial du président du Faso passe mettre dans la manipulation des chiffres, là aussi, c'est extrêmement grave. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut faire en sorte que, au-delà de l'aspect formel, qui est que est-ce que l'enregistrement est légal ou pas, les faits qui sont allégués, moi je pense que la justice peut effectivement se saisir de ces faits et investiguer. Si se trouve effectivement que M. Adama Kanazoué a eu de tels comportements, du haut de sa statue de conseiller spécial du chef de l'État, il va falloir effectivement qu'on prenne toutes les mesures qu'il faut et que le président en tire toutes les conséquences. Parce que jusque-là, sur ce même plateau, on a plusieurs fois dénoncé le fait que le président du Faso est très mal entouré. Et ces audios ne viennent que confirmer effectivement qu'autour du président, on a des hommes et des femmes dont la probité laisse beaucoup, en tout cas, il y a beaucoup de doutes sur leur probité et sur leur intégrité. Et même leur attachement à ce pays, aux valeurs pour lesquelles nous défendons ce pays-là, qui est qu'effectivement nous sommes un pays des hommes intègres. Surtout qu'on parle aussi de rajeunir la classe politique. Quand même, oui. Non, je ne fais qu'un constat. Parce que si on peut avoir des gens autour du chef de l'État qui se permettent de manipuler des chiffres, c'est pour ça que je fais partie de ceux qui demandent qu'il y ait toute la lumière, qui manipulent des chiffres pour des marchés publics, pour demander des rétrocommissions par la suite. Alors là, effectivement, les faits sont gravissimes et il faut effectivement tirer toutes les conséquences. Yassine Sanou. Les gens ont essayé de décortiquer les audios des nouveaux journalistes d'investigation. Bien sûr, la valeur juridique reste à prouver et dans quel cas ça a été fait. Mais je pense qu'il y a un aspect qui est là aussi sur cette saga des audios. La loi est claire. Si notre conversation privée se retrouve sur la place publique par ton fait, je peux intenter une action contre toi. Et si les uns et les autres n'ont rien à se reprocher, je me demande pourquoi, jusqu'à présent, on n'a pas ces actions-là qui sont entreprises. Cela dit, pour revenir au fond de ces audios-là, près de 2 heures d'enregistrement, au moins 7 audios qui circulent, et Bourema l'a dit, il y a des questions qui sont là. Est-ce qu'il y a eu corruption dans le cadre des marchés publics, notamment la voie Kaya Boulsa? Est-ce qu'il y a eu concussion? Est-ce qu'il y a eu délit d'initié? Est-ce qu'il y a eu notamment simulation illicite avec des prête-noms? Est-ce qu'il y a eu autant de porte-à-voix, en tout cas à la loi? Il faut qu'on le sache. Je pense que c'est sur ça qu'on peut attendre encore une autre sortie, on espère, du procureur Yoda pour nous édifier sur ces audios-là. Bien sûr, les uns et les autres ont fait leur démenti. Et le conseiller spécial a même parlé de menaces de mort sur sa personne. C'est des choses à prendre au sérieux aussi, parce que si, au-delà de ce qu'on peut présumer, il y a menace sur l'homme, il faut effectivement que la justice se mette en branle. Pour moi, ça ne remet pas en cause le fait qu'on ait ces pratiques-là dans certains milieux, mais ça remet en cause le comportement des gens, que ce soit dans le sérail, ceux qui sont plus ou moins proches du président de façon, même si on dit que qui se ressemble, ça semble, et que ce soit dans certains milieux d'affaires et des marchés publics notamment, quel est le comportement qui est là? Je pense qu'aujourd'hui, on commence à comprendre ce qui se passe derrière certaines portes capitonnées, ce qui se passe derrière, même dans le domicile, il y a certains audios qui se passent à domicile, c'est derrière certains marchés publics. Et je pense que c'est en cela qu'il faut faire un travail de fond, d'assainissement. On espère que la justice va nous y aider. Oui, Dabadi, est-ce que c'est votre avis également que la justice peut se saisir d'un tel dossier? Tout à fait. La justice doit même s'en saisir pour la simple raison qu'il faut le reconnaître, la diffusion de façon publique sans le consentement des concernés, en ce qui concerne aussi bien les audios, les messages, les vidéos, ce n'est pas autorisé par la loi. Et je pense que malheureusement, on est en train d'assister à la montée en puissance d'un genre nouveau, que je qualifierais bien sûr d'un genre nouveau, au Burkina, et qui est, j'allais dire, gros de danger. Pour la simple raison que quand vous écoutez, la plupart de ces audios portent atteinte quand même à la vie privée des gens. Il s'agit de la vie privée des gens. Voilà des personnes qui se retrouvent en affaires et finalement, tout le monde est au courant. Ça pose un problème. Alors, je pense que quand on écoute,
on a le sentiment que ceux qui diffusent ces audios sur les réseaux sociaux cessent plus à nous qu'à rendre justice. Nous avons des tribunaux. Si en affaire, vous estimez que vous avez été lésé, vous avez tous les loisirs d'aller en justice vous plaindre. Mais c'est de bon Mais malheureusement, les acteurs politiques qui oui, sont mais justement, même si tous les coups sont bons. Oui, mais attention, il ne faut pas mélanger les deux. Nous sommes en affaires, nous ne sommes pas en politique. Maintenant, si vous mélangez les deux, ça Et si pose un politicien se effectivement retrouve en affaires? Mais bien sûr, ce qui n'est pas interdit non plus qu'un homme politique fasse des affaires. Mais ce n'est pas parce que l'homme politique se retrouve sur le plan des affaires qu'il faut le combattre au-dessus de la ceinture. Là aussi, ça pose un problème. Et peut-être que si l'homme politique s'agit- n'a pas utilisé des voies légales pour Non, on peut ses le affaires. comprendre, mais sans cette affaire, quand vous écoutez un peu la vidéo, c'est quoi? C'est pas un marché que Kananjou est en train de donner à un monsieur en réclamant les 30 millions. Il a mis quelqu'un en contact avec une question de sous-traitance et le monsieur, malheureusement, n'a pas respecté le contrat. Donc, l'Ivoirien qui a eu le contrat n'a pas voulu payer les 230 millions qu'il devrait avoir parce que c'est ce qui lui avait été promis et en contrepartie, il devrait donner 30 millions à Kananjou. Ça n'a pas marché parce que l'intéressé n'a pas respecté les termes du contrat. L'Ivoirien refuse de payer. Kananjou a même fait comprendre au monsieur que il y a des soucis, il faut essayer de l'aider. Le monsieur dit, ok, il y a au moins 3 audios. Il y a l'audio des supposés. Je ne sais pas si c'est la voix de... Exactement. Parce qu'on peut imiter votre voix. Bien sûr, bien sûr. Alors, tout Pour à fait. l'instant, il n'a pas nié que Voilà. c'est pas Donc, lui. il n'a pas nié, oui, bon, il n'a pas nié, bon. en tout cas, les 3 audios, quand vous les écoutez, donc c'est une affaire de sous-traitant dans laquelle se trouve Kananjou. Et finalement, on dit que c'est le conseil spécial du président qui a posé tel acte. Effectivement, quand on écoute, il y a quand même des questions, j'allais dire, de manipulation de chiffres. C'est peut-être à ce niveau qu'on peut effectivement s'interroger. Mais ça révèle effectivement qu'il y a des pratiques, certainement, qui se font dans le domaine des affaires. Et je pense que ça aussi, ce n'est pas nouveau, nous le savons. Ce qui est nouveau, comme on l'a dit, c'est la diffusion des audios sur les réseaux, par exemple, sociaux. Sinon, on sait très bien que dans le domaine des affaires, c'est le chiffre que les gens manipulent tous les jours. Oui. Mais venant d'un conseiller spécial du Oui, président, Dieudonné c'est et ça ensuite qui nous pose Bourema, problème. et on Ici, termine avec cette et édition. donc, Oui, on peut... oui, allez-y. Oui. Donc, on peut, comme je le disais, je dis, venant d'un conseil spécial du président, c'est là qui pose problème. Quelqu'un l'a dit, lorsque vous écoutez, on ne parle même pas de Kananjou, on parle de conseil spécial. Donc, ça veut dire qu'on a quitté le terrain des affaires pour aller sur le terrain politique. Et c'est là où, effectivement, la faut faire attention. Voilà, pose problème. Et je pense qu'il faut quand même faire attention parce qu'il ne faut pas confondre la politique et les affaires. Parce que la conséquence... Et c'est peut-être aussi que le conseiller spécial, s'il est avéré qu'il est impliqué dedans, il aurait dû aussi y penser. Oui, justement, ça c'est normal. C'est de son... Oui, Dieudonné. impliqué, Oui, oui, non, c'est vrai que bon, un politique peut faire les affaires. Mais en fait, ici, est-ce que les gens se disent, est-ce que s'ils n'avaient pas cette position de conseiller spécial du président là, est-ce que c'est pas ça qui... Parce que c'est quoi? On tente de faire le lien entre ce marché-là et la position du conseiller spécial avec le ministre des infrastructures. Parce qu'on se dit que c'est parce qu'il a ce statut-là qu'il a pu servir d'intermédiaire, de get between entre celui qui est l'adjudicateur du marché et le ministre des infrastructures qui d'ailleurs s'en est lavé les mains. Mais j'ai dit ici il y a 3 semaines, avec l'arrestation de l'ancien ministre de la Défense, Jean-Claude Bouda, que la campagne électorale qui arrive, celle de l'opposition en particulier, sera axée entre autres sur la problématique sécuritaire, mais surtout sur les questions de népotisme, de corruption et de passe-droit. Et c'est le pouvoir qui a tout à perdre. Donc il faudra vraiment veiller à ce que ces gens d'affaires-là ne soient pas... Bon, parce que tout le temps, quand justement ces affaires, ça exhale du côté du pouvoir, après ça devient... Un peu comme ce que Bourema l'a dit, oui, le pouvoir prête le flanc. Voilà, il faut vraiment qu'à l'approche de ces élections-là, parce que sinon, la campagne électorale va être axée entre autres sur ça, et qu'il faut que le pouvoir trouve un pare-feu pour vraiment se défendre. Oui, on termine avec vous, Bourema. Non, très rapidement pour relever que effectivement il y a ces aspects-là nous révèlent aussi un point aussi des choses qui passent au quotidien que nous regardons mais et sur lesquelles nous ne nous interrogeons pas. Le même Adama Kananjou, combien de fois il a donné
des ambulances, il a même offert une route à son village et tout ça. Et beaucoup de politiciens le font. Et on ne se demande pas où ils trouvent l'argent, tout cet argent pour faire ces genres de dons, d'offres qu'ils font. Parce que quand on regarde, parfois c'est à des sommes assez énormes. Est-ce qu'ils ont, légalement, ils peuvent avoir des revenus qui leur permettent de faire ça? C'est la preuve effectivement aussi que la justice doit se saisir de ces affaires-là. Parce que ça montre aussi à quel point on blanchit certains investissements, en tout cas certains comment on appelle, certains flux financiers illicites, oui, dans les campagnes ou dans les pré-campagnes. Et là, c'est extrêmement dangereux. Et ce que je veux dire en terminant, c'est que, en fait, dans cette affaire, si on demande à la justice de s'en saisir, et je soutiens ce que Yassine vient de dire, on espère que dans les prochains jours, ou semaines ou mois, le procureur du Faso va nous édifier sur cette affaire, parce que c'est extrêmement important. Si on continue comme ça et qu'on laisse passer, demain, quel que soit celui qui va arriver au pouvoir, il ne faudrait pas s'étonner que même des conversations ou des entretiens ultra secrets concernant les affaires d'État se retrouvent sur les réseaux sociaux. On a vu par exemple l'aide confidentielle, si les questions sécuritaires qui sont retrouvées sur les réseaux sociaux, mais ça nous interpelle aussi si l'éducation aux réseaux sociaux qu'on doit avoir et la nécessité de réprimer aussi certaines publications sur les réseaux sociaux, surtout quand ça touche certaines questions stratégiques pour le pays et quand ça touche aussi la dignité des personnes. Merci à vous, Bourema. Merci à tous les quatre d'être venus. Dieudonné Zoumbrana d'aujourd'hui au Faso, Bourema Ouedraogo de Reporter, Dabadi Zumbara des éditions Le Pays, Hyacinthe Bourousseke Sanon de Omega FM. Merci à tous les quatre. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre attention. À dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.